Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du week-end dans lequel on va revenir sur pas mal de sujets qui m'ont intéressé cette semaine. Comme à chaque fois, c'est un épisode que j'aime bien faire dans lequel je mets beaucoup d'infos. On va parler de la Banque centrale, de la bourse en ce moment, Banque centrale américaine, j'entends avec Kevin Warsh, le nouveau président qui parlait. On va parler de la santé avec Novo Nordisk et IMS, deux entreprises qui sont un petit peu en train de se retourner, qui ont connu des hausses récemment. On va parler de pourquoi de volatilité aussi avec des entreprises qui souffrent du narratif autour de l'intelligence artificielle, Meta, ServiceNow, deux entreprises qui m'intéressent, sur lesquelles je ne suis pas au même niveau d'analyse, on va en parler. Donc voilà, pas mal d'infos et on va regarder aussi évidemment des chiffres sur des entreprises, etc. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, on se retrouve ce dimanche à 11 heures heure française pour notre live. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à des posts que je fais au quotidien depuis, ça y est, un an. La communauté a été ouverte il y a un an où je poste, j'ai posté tous les jours. Et c'est vraiment mon carnet de bord d'investisseur où je fais aussi bien des vidéos que des posts écrits, mes analyses, mes prix cibles, mon portefeuille, ordre d'achat des ventes, etc. Ben, n'hésitez pas, c'est sans engagement, ce qui fait que vous pouvez tester pendant un mois et après vous pouvez rester si ça vous plaît ou retourner que sur YouTube. Et pour ceux qui veulent aussi de la formation, qui veulent apprendre, pas forcément en autodidacte, mais être aussi accompagné sur de la formation, et ben vous pouvez et elle est inclue avec l'abonnement annuel et au bout d'un an évidemment vous conservez la formation. On attaque la vidéo et comme d'habitude c'est dans un cas de conseil en investissement. Alors, petit récap de la semaine. On avait Kevin Warsh, donc le nouveau président de la Banque centrale américaine, qui parlait au Portugal cette semaine. Et j'ai retenu trois points principaux de ce qu'il disait. Premier point, on le savait déjà, il lance ce qu'il a appelé des task force, donc des équipes spéciales, pour avoir, et ça c'est nouveau, dans 9 à 12 mois, des outils pour avoir de la donnée le plus en temps réel possible, au lieu de regarder dans le passé. On pense par exemple aux chiffres de l'inflation, mais aussi aux chiffres de l'emploi, qui ont souvent des révisions à 3 mois, 6 mois. En fait, l'objectif, c'est de moins dépendre de données pas fiables, souvent en décalé, et voilà des méthodes entre guillemets du siècle d'avant, qui sont sur le court terme basées souvent sur des sondages, des tendances, des choses faites un petit peu de façon archaïque dans des bureaux sans trop de technologie. Et puis au bout de 6 mois, on fait le point et finalement on révise très souvent à la hausse ou à la baisse. Ce qui a posé pas mal de soucis, puisque ça fait que souvent la Banque centrale américaine a été en réaction, même si c'est vrai que sur le papier, on aurait pu se dire, bon, ils ont imprimé de l'argent, on se doute que l'inflation arrive, on commence à le voir dans les chiffres. C'était, et c'est toujours très dur pour la Banque centrale de prendre une décision sans avoir de la donnée, sauf que la donnée, elle arrive avec du retard. Et ils veulent travailler là-dessus, ce que je trouve très pertinent. Ce qui me fait aussi dire du coup que dans 9 à 12 mois, tant qu'on n'a pas ces outils, peut-être qu'on va avoir un statu quo complet qui vont juste décider de ni monter ni baisser les taux, alors que la BCE vient de nous les monter genre une semaine avant que le pétrole s'écroule. D'ailleurs, le pétrole baisse bien, pardon, ce qui est super positif. Hein. Et aussi, je vais vous reparler du coup du narratif de ce qui se passe en ce moment. Si vous prenez la première page de CNBC, il n'y a plus rien sur le conflit. Et bon, ben voilà, en fait, une fois que le pétrole a baissé, le narratif tourne, on passe à autre chose, on va chercher la nouvelle information. Je voulais aussi vous dire, du coup, par rapport à son discours, il confirme qu'il sera intransigeant avec l'inflation, que si elle n'est pas à 2%, il continuera à la combattre, etc. En même temps, c'est son double mandat. Il n'a pas trop le choix, surtout si l'emploi va pas si mal que ça, puisqu'ils ont le double mandat de l'emploi et de l'inflation. Mais avis personnel quand même, vu qu'ils sont en train de réimprimer énormément d'argent, je vous ai montré le M2 dans une vidéo il n'y a pas longtemps, on était sur du plus de 240 ou 250 milliards, genre sur le mois dernier. C'est reparti à fond, donc j'ai envie de dire, oui, il dit qu'il sera intransigeant avec l'inflation, et oui, clairement, il va devoir l'être parce qu'ils vont en recréer à faire de l'impression monétaire comme ça. Même si on a des vraies forces déflationnistes qui arrivent, et on le sait, on l'a même vu en Chine, certains mois étaient en déflation, et ça exporte. Il y a un moment, si vous imprimez de l'argent à tire-larigot, bien sûr qu'on va en créer. Et bien sûr qu'il faudra la combattre. Et l'histoire se répétera. Et ceux qui ne seront pas investis, hélas, c'est mon combat du début de la séance, en souffriront. Et ceux qui sont investis verront les marchés exploser. En parlant de marché, je dis exploser hein, sur le long terme. Sur le court terme, faites pas dire ce que j'ai pas dit, les marchés peuvent corriger. D'ailleurs, je vous montrais dans la semaine ce graphique où vous avez ici en bleu foncé le S&P 500 et en bleu clair les bénéfices par action future du S&P 500. Et vous voyez que quand ça rebaisse, souvent on vient retoucher au niveau des deux courbes. Et là, on est un petit peu cher sur les marchés. Mais on n'est pas cher au point d'aller me faire vendre toutes les entreprises. Surtout, j'en reparlais dans votre vidéo, voilà, ça fait des années qu'on nous annonce la décennie perdue,
les PER et autres indicateurs de X, Y, Z investisseurs sont trop hauts, ça va cracher, on va avoir 10 ans, il ne va rien se passer. Oui, enfin, on fait quoi de la possibilité aussi qu'ils sont juste en train d'imprimer énormément d'argent, que les chiffres d'affaires explosent, que les marges tiennent et ou s'améliorent, et qu'en fait, les bénéfices par action entre 2022 et 2026, en tout juste 4 ans, on fait x2. Alors qu'en 2022, on pouvait nous dire le marché est trop cher, par exemple, fin 2021, vendez tout. Ouais, c'est vrai qu'on avait peut-être raison sur 6 mois, 1 an, mais sur le long terme, imaginez l'état émotionnel dans lequel on s'est mis, sachant que les bénéfices par action ont fait x2 et que le marché, bah, du coup, il est aussi en train de faire son x2 normal sur le long terme, il va suivre ça à travers un ratio de prix des bénéfices, prix sur bénéfice. Donc voilà, je reste investi. Par contre, je vous le cache pas, le marché est super volatile. D'ailleurs, dans 2 semaines, on a la saison des résultats qui commence. On aura dès mi-juillet des boîtes comme ASML, Taiwan Semiconductor, JP Morgan Chase, etc. qui vont publier et on suivra tout ça. Mais clairement, si je vous prends allez, un Nasdaq ou même un S&P 500, vous savez quoi? Vous pouvez aller voir, on a des sacrés mouvements. Alors sur le long terme, et même pas sur le long terme, à vrai dire, quelques mois, voire 1 an, 3 mois de avril 2025, avec les tarifs douaniers, avec les taxes douanières, bah, c'est du très court terme, 1 an, 3 mois. En tout cas pour moi, je parle de moyen terme après 5 ans. On a de la volatilité, mais la tendance elle est quand même là, et surtout je ne parie pas contre ça. Vous voyez, on a fait des moins 4% en une semaine. On a refait ensuite un moins 5%. On sait que c'est des baisses intra-annuelles tout à fait normales de faire des moins 5% 2-3 fois par an. Mais il faut l'encaisser. Et je vous avais fait une autre vidéo sur, je crois que je l'avais nommé Est-ce que les marchés sont devenus fous ou un truc comme ça, où je vous montrais qu'on est dans une phase depuis 2020 de volatilité quand même beaucoup plus élevée que de genre 2013 à 2019. Et ouais, on a quand même des années volatiles, donc il faut encaisser. Et voilà. Et au niveau du Fear and Greed Index, de l'indice de la peur et de l'euphorie, eh ben on est en peur, alors qu'on est sur les plus hauts historiques, ce qui est une situation très confortable. J'achète toujours toutes les semaines des actions, mais voilà, je suis pas pressé, je remonte aussi mes niveaux de cash, je fais pas des très très gros achats par rapport au 2 avril de 2026 et de 2025. On continue, vu qu'on a vu un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Maintenant, on va parler d'actions. Novo Nordisk, IMS, tout le secteur de la santé. On pourrait aussi parler de Eli Lilly, de plein d'autres entreprises, que je vous parlais des peptides un petit peu ici. Les boîtes remontent, ça fait plaisir. Aussi bien Novo Nordisk, alors si je vous prends NVO, le ticker aux US, je contrôle via une option long terme, donc un LIPS des actions avec un strike à 45 dans, je sais plus, 500 ou 600 jours, quelque chose comme ça. Donc ça, je suis bien content. Et IMS, j'avais plus que doublé ma position. Je vous ai bassiné avec pendant tout février. La boîte se comporte bien. Alors évidemment, voilà, c'est du court terme, ça pourrait très bien corriger, ce qui ne me dérangerait pas du tout. D'ailleurs, je sais que certains parmi vous dans le school espèrent qu'elle corrige à nouveau, je vous le souhaite, on verra. Mais ce que je voulais dire sur ces deux boîtes, le narratif, quand je dis narratif, hein, c'est ce que pense le marché, les cycles médiatiques, etc. Ce que j'entends par le narratif, c'est l'histoire construite autour d'une action à tout moment, la vie du marché. Il y a 5 mois, 4 mois, février, mars, c'était oui, Novo va attaquer IMS, ils sont foutus, vendez tout, vendez IMS, etc. Et en 5 mois, on est passé de ça à Novo, où vous avez des personnes qui travaillent chez Novo qui expliquent qu'ils sont plutôt contents du partenariat avec IMS, qui voient du positif. Et en même temps, vu les chiffres qu'on est en train de voir sur notamment les prescriptions des médicaments, là ici, vous avez la gélule à avaler de Novo Nordisk qui était sortie. Vous étiez sur du 3 millions de prescriptions début juin. Ça va très très vite. Et IMS, bien évidemment, est au cœur de cette prescription. Et le narratif autour des peptides aussi s'améliore beaucoup. J'ai écouté plein de contenu dessus en ce moment. C'est passionnant ce qui se passe. Donc voilà, deux très belles entreprises qui sont toujours pas sur des valorisations choquantes, je l'ai déjà dit. Novo s'est repassé un peu plus cher que ce que j'aime le faire, enfin que ce que j'ai envie de l'acheter parce que je veux vraiment une grosse décote dessus, sachant que ce serait peut-être plus un trade moyen terme. IMS, même sous les 36, alors évidemment, c'est difficile pour moi de l'acheter à 36 quand j'ai un prix de revient unitaire à 16 et je l'avais au départ sous les 8, mais bon, j'ai fait plus que doubler ma position, donc il est monté. J'ai beaucoup acheté entre 15 et 20. Et ouais, j'ai beaucoup acheté, je ne suis pas mécontent. Et enfin, plus que doubler ma position, ça, quand je dis j'ai beaucoup en rigolant, c'est que j'ai fait plus que x2 sur la position en quelques semaines, c'est parce que j'ai des grosses convictions. Mais je trouve pas IMS trop cher. Quelqu'un qui me dit j'aime bien IMS à ce prix, moi je dis oui, je te comprends, j'ai la même analyse que toi, si tu as cette analyse en tout cas. Grosse demande sur les médicaments et c'est en train d'accélérer. Je sais pas pour vous, mais même moi,
Si je parle avec des personnes qui sont pas du tout liées à la bourse, je commence à entendre parler de ces médicaments. Ça commence à faire beaucoup de bruit. Et surtout, même, j'entends parler de résultats concrets. Alors, c'est pas parfait, on va pas en faire du médical ici, il faut aussi faire du sport, etc. Sinon, perdre des muscles, bref, on va parler de tout ça. C'est pas parfait, mais les médecins prescrivent quand même, parce que quand c'est la seule solution et qu'en face les conséquences sont terribles, ben, il y a un moment, voilà, l'adoption, elle parle d'elle-même. Le marché répond quand un produit est pertinent. Donc c'est une bonne nouvelle pour Novo qui produit beaucoup de ces médicaments. Donc c'est bien qu'il y ait beaucoup de prescriptions et c'est bien aussi qu'ils aient lancé des gros investissements dans des nouvelles usines de production. Très bien aussi pour Eli Lilly et très bien pour IMS et pour tout autre distributeur. À noter que je pense que ce qui se passe sur les peptides, c'est plus important pour Novo, c'est important pour IMS, mais IMS ne fait pas du tout que ça. Ils ont plein d'autres traitements qui ne sont pas liés à ce que fait Novo Nordisk. Et c'était toute mon histoire avec David contre Goliath, où, moi, à mon avis, c'était que ça allait négocier en justice, parce que partir jusqu'à 2030-2031 pour une action en justice, avec en plus des lois, les 503A, 503B, les pharmacies, qui sont très protectrices, surtout en cas de pénurie et ou en cas de compounding, donc de médicaments sur mesure. Je voyais beaucoup de risques, en fait, pour le géant, pour Goliath, qui voulait s'attaquer au petit David. Mais bon, on le saura jamais, puisque ça a fait un partenariat, comme on en avait parlé en vidéo, et c'est pas certain, jamais dire jamais. De toute façon, la bourse, vous savez, hein, c'est que de la probabilité entre une valorisation et un prix qu'on paye pour ce qu'on obtient et la probabilité que nos projections, que ce qu'on a prévu, quand je monte mes fichiers à chaque fois, mes tableurs Excel, la probabilité que ce que j'ai prévu ait lieu et je paye pour ce que je pense qui va se passer dans le futur. C'est toujours une histoire de probabilité au final. Bref, et pour Rims, comme vous le savez, peut-être, ça va beaucoup plus loin pour moi que juste ces médicaments. Le fait qu'ils savent répondre à la demande au niveau du patient et que le patient peut voter avec son porte-monnaie et que si ça lui plaît pas ce qui se passe chez IMS, il peut partir. Il est plus pris dans ce système qui, en fait, on n'a pas le choix souvent dans les anciens systèmes. Et quand une entreprise vient disrupter euh, en mettant sur un marché libre l'offre et la demande, et notamment le fait qu'il refuse les assurances, c'est très lié à ça par rapport aux anciens systèmes. Personnellement, je parie surtout pas contre des entreprises qui sont en train de faire ça. On l'a vu dans plein d'industries. Et ouais, je parie pas contre IMS. Et je pense que les labos non plus. Ils vont en faire plutôt des alliés. Au niveau des taux de croissance, vous les avez ici sur le chiffre d'affaires. Novo, vous êtes en monnaie locale, ça doit être de la couronne danoise de souvenir. Et là, vous êtes en dollars sur IMS. Dans tous les cas, vous êtes sur des taux de croissance annuels composés ici sur 4-5 ans. Impressionnant. Ça a ralenti récemment pour les deux, si vous regardez. Euh, alors ça réaccélère un peu pour Novo, ça avait ralenti un moment, ce qui avait fait peur à l'action, et IMS a ralenti. De toute façon, IMS ne va pas vous tenir du 60% de croissance par an pendant 5 ans encore en composé, en tout cas je pense pas. Mais voilà, toujours des boîtes en croissance qui ont juste eu une grosse frayeur de la part des investisseurs. Et aussi deux belles boîtes à marge brute élevée, donc capacité à fixer les prix et potentiel de gagner de l'argent un jour. Et d'ailleurs, potentiel de gagner de l'argent tout court, c'est le cas. Vous réfléchirez tous les chiffres, vous pouvez même regarder ensemble, c'était pas prévu, mais si vous en êtes voir sur les marges, vous avez ici les marges nettes positives chez Novo et chez IMS, vous les retrouver ici l'été, il y a peu, elles sont passées en négatif là sur un trimestre, les marges sur free cash flow positives, donc ça brûle plus de cash. Et au niveau des valos, si je vous les montre sur les prix par rapport au chiffre d'affaires, c'est quand même assez impressionnant. C'est des boîtes qu'on a pu payer notamment début 2026 sur des ratios de prix par rapport au chiffre d'affaires qui étaient quand même, vous les avez ici à l'écran, autour de 2, 3, 4. C'est allé très 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 bas sur IMS quand on était vraiment sur les points bas. Et c'est des ratios de prix qui, moi, ne me choquent pas, je l'ai déjà dit. Voilà un petit peu pour ces entreprises. On continue et on va finir un petit peu avec la volatilité qu'on a en ce moment. Je continue avec ça parce que c'est vraiment la thématique. Et même moi, hein, j'ai connu des périodes qu'on a traversées tous ensemble, de longues baisses, genre 2022. Ça baissait beaucoup sur le long terme, mais c'était pas si volatile. C'était d'ailleurs une baisse qui a été, je pense, assez dure à encaisser émotionnellement pour ceux qui étaient déjà là, bien plus que les crashs rapides de avril 2025 qui ne faisaient aucun sens. Je vois pas en quoi les taxes douanières vont faire de l'inflation, c'est du transfert d'argent. Bref, on va pas reparler de ça. Et même cette année, c'était un peu plus quand même. Cette année, je le prenais plus au sérieux. Hein, je l'avais dit, hein, le fait que le prix du pétrole monte à cause du conflit. Ça, c'était beaucoup plus pris au sérieux par moi. Et d'ailleurs, je vous ai dit noir sur blanc que ça pouvait amener des récessions. Enfin, noir sur blanc, je l'ai dit en vidéo. Mais c'est pour moi limite plus facile à encaisser quand on a beaucoup de volatilité que les longues baisses de récession notamment.
Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je voulais ici. Je parle de ça pour vous dire que justement, on est en volatilité extrême. Souvent, je vous l'ai dit, les vidéos du week-end, je fais des tangentes dans tous les sens. Vous avez l'habitude, ceux qui sont aussi dans le school. Bref, parfois, le mouvement d'une action, il est chaotique. Surtout si le marché doute. Le marché, il a une opinion à tout moment. Il ne sait pas toujours valoriser les entreprises, à mon avis. D'ailleurs, bien malin celui qui sait valoriser parfaitement une entreprise, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, donc c'est compliqué. Et c'est juste normal. Et c'est à nous, en fait, de rester rationnel face à ça. On a des entreprises qui subissent vraiment des mouvements violents. Je peux vous montrer, hein, aussi bien Meta que ServiceNow. IMSS, on va parler de IMSS. Imaginez de l'aversion à la perte. Moi, à l'époque, je l'achetais à 8$. Ensuite, pendant tout 2024, je ne pouvais pas l'acheter. Elle était à 30, 40, 50, 60, 70. Et à ce moment-là, forcément, elle était sur tous les médias, alors que quand elle était à 8$, personne n'en parlait. Et imaginez la version à la perte de quelqu'un qui a commencé à en entendre parler quand elle était à 50, 60, 70, qui n'a pas connu cette période à 7, 8$, et qui d'un coup se retrouve à rebaisser à 15, à moins 80%. Imaginez le biais psychologique de la version à la perte, comme il va être violent. Et pourtant, c'est totalement irrationnel qu'elle soit à 70$ en 2025. Et je pense que c'était tout aussi irrationnel qu'elle soit à 14$ il y a 6 mois. Et je pense que la vérité, ou en tout cas d'un point de vue de la valorisation, même si c'est très dur à dire au dollar près, puisque c'est le marché à tout moment et personne ne connaît l'avenir, c'est certainement entre 30 et 60, quelque part par là, où elle revient en ce moment, sur des niveaux de valo que je trouve plus cohérents. Bref, revenons à nos moutons. Meta. La violence. Là, vous avez eu une annonce qu'ils allaient commencer à louer certains de leurs serveurs d'intelligence artificielle. La boîte, elle vous a fait un joli plus 10, voire même plus 15% dans la journée. À un moment, je crois que c'est plus 14% dans la journée sur une bonne nouvelle. Et puis, vas-y, que le lendemain, elle vous repasse largement sous les 600$ à 580. Bref, le marché est perdu. Regardez la bougie de volume qu'on a eu ce jour-là. C'était mercredi. Et si je vous prends ServiceNow, pareil, hein, c'est très volatile. Le marché a beaucoup de mal à valoriser les logiciels en ce moment. En un mois sur juin, elle vous a tapé un moins 30% pour nous refaire un plus 20%. C'est déconcertant, il faut être capable d'encaisser. Et le seul moyen d'encaisser pour moi, c'est de faire son analyse et de savoir le prix qu'on veut payer pour du 5 ans et plus. Je le répète souvent, c'est important. Donc là, je ne vais pas trop me répéter, je vais faire plus du qualitatif, vous parler de ces boîtes. ServiceNow, je fais beaucoup de recherches. Enfin, j'ai commencé, on va dire, mais j'avais déjà fait un peu de recherche parce que je m'étais intéressé à Dassault Systèmes, comme vous le savez. Je m'étais intéressé à d'autres boîtes dans des logiciels, etc., que je recherche parce que je pense qu'il y a des bonnes affaires. Et comme sur tous les logiciels, oui, j'ai attaqué le travail, je vois des peurs autour de l'intelligence artificielle, mais je trouve quand même ces peurs abusées. J'ai écouté notamment un podcast de Jensen Huang où il parlait de ServiceNow, de justement les entreprises qui sont sur des logiciels qui vont venir en fait simplifier la vie de chaque utilisateur pour leur donner plus de temps. Et tout son argument à Jensen Huang, c'était que l'intelligence artificielle ne va pas forcément détruire des emplois, mais au contraire en créer encore plus, parce qu'on va pouvoir faire 10 fois plus de choses par chaque personne, et donc 10 fois plus de projets, plus d'investissements, en tout cas, certains investissements. Ici, je paraphrase, allez écoutez ce qu'il a dit, il avait fait plusieurs interviews en anglais récemment où il en parlait. Mais c'est vrai, quand je regarde ce que fait ServiceNow, et j'en faisais un gros post aussi dans le school, je les vois peut-être avoir les marges qui compressent, peut-être moins de capacité à fixer les prix, ça c'est vrai pour beaucoup de logiciels, mais est-ce que je les vois disparaître demain? Je suis toujours en train d'essayer de me forger mon opinion, mais je pense que sur certains logiciels, la peur est complètement abusée. Alors il y en a d'autres où je pense que c'est pas abusé, je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'entreprises où je pense que l'intelligence artificielle va vraiment leur faire mal. Mais sur des boîtes comme ServiceNow, j'ai plus de mal à le voir. Donc voilà, je la regarde doucement. Et au niveau des chiffres, et je vais y regarder aussi pour Meta, avant de nous parler de Meta qualitativement, que j'aime beaucoup et que je regarde aussi depuis quelques temps, aussi parce qu'elle est beaucoup suivie par beaucoup de monde. Vous êtes sur deux boîtes quand même avec des belles marges brutes. Vous voyez, hein, c'est marrant, je le vois à l'instant parce que j'avais préparé les graphiques, mais là c'est ce qui me vient à l'esprit. Je vous ai dit capacité à fixer les prix qui pourraient baisser, notamment chez les logiciels. Là, regardez ce que fait la marge brute là. Elle est en train de passer de plus de 80% à 1,75. Alors c'est une petite baisse, mais c'est quand même une tendance à noter. Sur Meta, c'est pas le cas. La capacité à fixer les prix impressionnante. Hein. Regardez là, depuis 2 ans, ça bouge pas à plus de 80% de marge brute. 80% de marge brute. Hein. C'est bravo. Au niveau des ratios de prix, en ce moment, alors Meta, je leur dirai plus tard, mais ça se paye quand même pas aussi peu cher que ça se payait en 2022, mais on est quand même sous les 7 fois le chiffre d'affaires pour une boîte qui vous fait des taux de croissance annuels composés depuis les 2018, ça va être sélectionné un petit peu au hasard,
de 20% par an et 25% par an pour ServiceNow. Et ServiceNow, on se paye quand même en ce moment, pareil, 7-8 fois le chiffre d'affaires. Je peux pas le dire autrement, les valos, elles sont pour ServiceNow basses et pour Meta aussi. Elles sont pas en mode affaire du siècle encore, à mon avis, et c'est ce que je vous dis un petit peu sur Meta. Sur Meta, déjà, j'ai beaucoup de mal à comprendre les peurs et le narratif. Ok, les CAPEX, ils investissent massivement, mais c'est pas quelque chose, moi, qui me dérange. Surtout si ça rend les algorithmes encore plus intéressants pour les utilisateurs de Instagram, de Facebook, même de WhatsApp qui commencent à faire des belles choses avec. S'ils font du CAPEX pour leur projet de glasses, donc les lunettes connectées avec ces sur Luxottica, mais ça me va très bien aussi. Alors oui, il y a eu le métaverse, mais en même temps, c'est ok de prendre des paris quand on est un fondateur d'entreprise comme Mark Zuckerberg, et tout ne fonctionnera pas. Jeff Bezos de Amazon le disait très bien. Et d'ailleurs, c'est marrant, vous le voyez, hein. Alors, quand on fait du CAPEX pour faire de l'intelligence artificielle pour nous-mêmes, ça fait peur au marché. Par contre, quand c'est pour les louer à quelqu'un d'autre, de suite, ça vous fait un pic de 10 à 15% en bourse. C'est pas très rationnel, ces mouvements. Et c'est ok, on sait que le Mister Market est émotionnel. Mais en attendant, c'est une boîte rentable qui a de l'effet de réseau. Et j'ai du mal à voir pourquoi cette baisse est justifiée, à part, et je vous le mets ici, la valorisation. Et là, je dis ok. En effet, si je vous prends la valo de Meta, fin 2025, ça se payait pas loin de 12 fois le chiffre d'affaires, 11-12 fois le chiffre d'affaires. En effet, c'est quand même beaucoup plus cher qu'être sous les 7 fois le chiffre d'affaires. Donc je pense qu'elle a été un petit peu chère. Et là, on revient sur des niveaux cohérents. On n'est pas sur les niveaux massacrés de 2022. Mais on est sur un niveau qui, pour moi, permet de commencer à sortir l'entreprise pour une analyse, se poser une question sur un début de DCA, etc. Tout a un prix, et au final, c'est ce que je vous dis, la volatilité, c'est le quotidien. D'ailleurs, on en parlait l'autre jour, franchement, ça nous fait un petit peu de moins en moins de choses, hein. J'ai des boîtes très volatiles en portefeuille. L'autre jour, on parlait de Nebus qui nous faisait un moins 20%. Bon, elle vous fait aussi des plus de 20% parfois, hein. Et personnellement, je l'ai à 82 dollars. J'ai envie de vous dire, même si elle revenait à 100, 150 dollars ou plus bas, je sais que c'est une boîte volatile. Moi, je sais pourquoi je l'ai payé 82 dollars, je sais pourquoi je ne la paye pas 200 dollars. Et je dors très bien sur mes deux oreilles avec ça. Tout a un prix du coup, et je trouve que le prix revient sur des niveaux cohérents, comme je vous le disais. Je fais mes recherches dessus, et d'ailleurs mes recherches sont en continu, hein. Sachez que toute boîte, même certaines dont je ne parle pas souvent, vous voyez, voilà, je vous parle de Tesla parce que je voulais demander avec vous, enfin je voulais vous demander d'ailleurs, je le fais maintenant, est-ce que des boîtes comme Netflix ou Tesla vous intéresseraient en vidéo? Netflix fait beaucoup parler en ce moment, je sais qu'à la BC, Tesla aussi, parce qu'il se passe plein de choses dessus, et puis très volatile aussi, encore moins 8% jeudi ou vendredi. Dites-moi si vous voulez que je vous en reparle. Mais voilà, c'est pas parce que je vous parle pas tout le temps de certaines boîtes que j'ai en portefeuille que je fais pas des recherches continues. Et vous voyez par exemple ServiceNow, c'est pas une boîte que j'ai en portefeuille, mais ça n'empêche pas de commencer à la rechercher. Aussi, hein, surveiller quand même les bilans sur ces boîtes. D'ailleurs, je ne pensais pas le faire, mais vous savez quoi, de toute façon, on est déjà à plus de 20 minutes de vidéo, allons-y. Sur ServiceNow, je crois que c'est propre, ouais, 5 milliards de liquidités. Dette court terme, il n'y en a même plus, et à long terme, vous êtes à 1,4, donc il n'y a pas, enfin, c'est carré. Et si vous allez sur Meta, je pense que Meta en a plus, hein, 81 milliards en cash. La court terme, il n'y en a pas. Et là, long terme, 58, c'est ce que je me souvenais. Le bilan de Meta, doucement, se dégrade parce qu'ils investissent, donc ils lèvent de l'argent, et c'est à noter. Et oui, si vous faites une analyse complète, bien évidemment, allez le surveiller, même sortir les documents PDF, n'hésitez pas à le faire. Mais bon, à un moment, il y a de la croissance sur le chiffre d'affaires. Et si ces investissements amènent encore ou maintiennent de la croissance suite aux investissements, ben moi je ne vais pas me plaindre. Et il y a plein de beaux projets qui je trouve pertinents. En tout cas, ils essaient les choses. C'est la fameuse phrase dont on parlait le jour de Jeff Bezos qui disait si tu as 10% de chance de faire x100, tu devrais prendre le pari à chaque fois. Et il disait aussi qu'il y a eu 1000 échecs chez Amazon pour un succès et que c'est OK. Et j'aime bien ces entreprises qui sont toujours menées par les patrons d'origine, parce que on a les super votes, par exemple, chez Meta. Mark Zuckerberg avait plein de pouvoir. D'ailleurs, en tant qu'investisseur, j'en avais déjà parlé. Mais sachez qu'à un moment, vous déléguez une partie de la décision à quelqu'un d'autre. Donc, écoutez les appels aux investisseurs. Forgez-vous une opinion sur le patron. Par exemple, Mark Zuckerberg, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il parle, je sais pas, j'ai un peu du mal. Après, c'est qu'un ressenti, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais patron, mais écoutez-le, sachez comment il parle, comment il communique, sa façon de faire les choses, parce que vous déléguez une partie du futur de vos entreprises, une énorme partie d'ailleurs, du futur de ces entreprises à ces patrons. Et donc voilà, on a fini pour aujourd'hui.
Alors, dites-moi si vous voulez qu'on fasse un petit peu du Netflix et Tesla. Peut-être Netflix, ça pourrait intéresser. Tesla, j'en ai déjà souvent parlé. Euh, Vidéo que je prends beaucoup de plaisir à faire, celle du week-end. Je pense que je l'avais arrêté pendant quelques temps parce que j'avais pas trop le temps. Et puis là, il y a beaucoup de choses qui se passent en bourse en fait en ce moment. Donc, je refais des récaps et pas mal de belles entreprises que je recherche. Même Novo Eames, hein, franchement, si ça devient un PC, moi je serais intéressé, hein. On en a déjà parlé de toute façon. Je vous souhaite une excellente journée à tous. J'espère que ça vous aura intéressé. Pour ceux qui veulent, vous avez les liens en description. Et à très bientôt pour un prochain épisode.